Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission, avec toujours autour de la table Christian de Boissieu, Jean-Daniel Lévy et Philippe Manière. On parlait industrie avant la coupure pub, on va parler intelligence artificielle et tech. L'événement hier soir, c'était évidemment les résultats trimestriels de Nvidia. Wall Street et le monde entier d'ailleurs avaient les yeux rivés sur ces résultats. C'est un peu devenu le baromètre de la tech et de l'économie américaine de manière plus globale d'ailleurs. Et le géant des semi-conducteurs a rassuré avec des résultats absolument stratosphériques, un bénéfice net en hausse de 65% à quelques 32 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires à 57 milliards. Et puis surtout, à écouter le patron de Nvidia, la bulle IA, les marchés embruissent, n'y est absolument pas. On est encore parti pour des années et des années, hein, Christian de Boissieu. Écoutez, moi, ça me rappelle les débats sur la bulle Internet, 95-2000. Il y avait la bulle telco, oui. Ouais, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'application directe industrielle. Non, mais moi, je pense, alors je ne parle pas de Nvidia, je ne connais pas suffisamment je ne suis pas analyste financier ligne par ligne, mais je dirais, globalement parlant, moi, je pense qu'il y a quand même une sérieuse bulle sur l'intelligence artificielle et que, pour l'instant, elle est en train de se constituer. Les banques centrales ne sont pas d'humeur en ce moment à relever leur taux d'intérêt. Oui. Tant mieux. Mais le jour où ça viendra, parce que ça viendra, là, il y aura forcément des corrections à venir. Et vous avez... C'est là où je fais le rapprochement quand même avec ce qui s'est passé entre 1995 et 2000, au moment de la constitution de la bulle Internet. Vous vous souvenez, ça a duré 5-6 ans, la formation de la bulle Internet. Et quand... le marché a changé d'humeur, que tout le monde s'est mis de l'autre côté du bateau, si je puis dire, a commencé à vendre à partir de mars 2000. Alors, le dégonflement a duré aussi, a pris un peu de temps. Le dégonflement, là, ça a duré 2 ans à peu près. Oui. Bon, donc moi, je pense que dans ce contexte, on est dans un monde où il y a beaucoup de liquidités. Oui. Bon, ça, c'est la conséquence des politiques monétaires pendant 10 ans. Bon, et dans ce monde où il y a beaucoup de liquidités, moi j'aime beaucoup une formule qui vient d'un économiste anglais qui n'est pas Keynes pour une fois, qui s'appelait Sir Dennis Robertson, mais qui était contemporain de Keynes à Cambridge, et qui disait « The money which is nowhere must be somewhere ». Bon, donc la monnaie qui est nulle part, elle va quand même quelque part, et il y a une partie qui va spéculer. Alors sur les cryptos, je sais pas, le Bitcoin baisse, mais il veut dire. Oui, je parle pas en forme en ce moment. Hein. Bon, on a du mal à comprendre aussi. Mais veut dire, vous avez quand même beaucoup de classes d'actifs qui sont l'objet de comportements spéculatifs aujourd'hui. Je ne parle pas de Nvidia, je ne connais pas suffisamment la boîte pour en parler avec précision, mais je parle de manière générale. Je pense que se constitue une bulle sur l'IA, sur les valeurs IA, et qu'il y aura un jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas prévoir le calendrier, il y aura des corrections, en particulier le jour où les politiques monétaires se resserreront. Philippe Manière, on est quand même à l'aune d'une révolution absolument dingue. J'imagine que vous le voyez dans les entreprises que vous conseillez. On n'en sait rien. Encore une fois, moi je trouve que la grande différence avec la bulle des telcos du début des années 2000, c'est que Internet est venu un peu plus tard quand même. Il n'y a pas eu d'application tout de suite. Il y a eu l'innovation un peu presque trop tôt. Là, on voit que tout le monde court après, y compris tous les services qui vont autour de l'IA. Ça non plus sur la bulle Internet. C'est tous les Google, les Amazon, enfin les géants d'aujourd'hui, à part Nvidia qui est le new kid on the block, tous les autres sont nés à ce moment-là, plus ou moins de la bulle Internet. Donc la bulle Internet n'exclut pas l'apparition de champions ni un bouleversement considérable dans le rapport de force, à la fois économique et même géopolitique, parce que l'existence de tous ces champions aux États-Unis et de zéro chez nous, ça a quand même des conséquences, sachant que maintenant il y a l'équivalent en Chine, donc on est vraiment un gros gens comme devant. Donc oui, il faut prendre ça au sérieux. Oui, l'IA va changer beaucoup de choses. Oui, ce serait bien qu'on rate pas cette révolution comme on a raté la précédente. Oui. Ça est vrai. Il n'empêche qu'à mon avis, il y a incontestablement de la spéculation et très probablement quelque chose qui est bien plus grave, à mon avis, que la spéculation. Parce que la spéculation, on s'en fiche. Les gens, ils mettent de l'argent, ils espèrent gagner, ils perdront, c'est pas bien grave. Enfin, il y aura probablement un effet Pigou à l'envers. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, qui dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils ont l'impression de s'enrichir, quand la bourse va s'effondrer, ça va leur faire bizarre. Hein. Forcément, il y aura un tout petit peu de conséquences sur la consommation. Mais moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est pas ça, c'est la mauvaise allocation des ressources qui m'ennuie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, vous savez, c'est ce fameux acronyme américain que j'adore, FOMO, Fear of Missing Out. Tout le monde investit dans l'IA.
parce qu'on ne veut pas rater l'IA. Comportement grégaire, un petit peu, oui, sur les marchés, c'est pas nouveau. Mais qu'on peut comprendre, puisque si monsieur investit dans l'IA et que moi j'investis pas et qu'il a bonne chance de me taper demain s'il a investi, j'ai quand même intérêt à investir pour éviter qu'il me tape demain. Donc tout ça est rationnel du point de vue de chaque acteur. Mais ça aboutit à des comportements irrationnels. Et donc, moi, je suis absolument certain qu'il y a trop d'investissements dans l'IA. On n'est même pas sûr qu'il y aura la demande. Ce que j'entends des deux côtés-là, c'est qu'on est dans une surpromesse on ne sait pas. Révolution technologique. La vérité, Raphaël, c'est qu'on ne sait pas. Ouais. Mais la probabilité qu'il y ait autant de demandes qu'il est nécessaire pour amortir les investissements considérables qui sont faits aujourd'hui est faible. Donc, il y aura des gens qui se casseront la gueule, des rendements très décevants, et puis il y aura sûrement un ou deux champions comme ceux qui sont apparus lors de la dernière bulle, les Google, les Amazon, etc. Ça n'empêche pas. Mais cette mauvaise allocation des ressources, elle a quand même deux inconvénients. D'abord, dans un système capitaliste, une mauvaise allocation des ressources, c'est fâcheux, parce que ce qui va là-dedans et qui va être détruit, ça ne va pas ailleurs où ça aurait pu être utile. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive à un moment de FOMO tellement hystérique que maintenant les gens ne mettent plus seulement leurs fonds propres, ils s'endettent pour investir dans l'IA. Et si jamais les promesses ne sont pas tenues, et encore une fois, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous le dire, mais il est très probable que certaines promesses ne seront pas tenues, ceux qui sont endettés vont prendre quand même une sacrée claque, et ça peut avoir pour le coup des conséquences systémiques. C'est ça le problème de la bulle, fondamentalement. C'est la mauvaise allocation, donc problème économique, et l'endettement pour faire des investissements qui n'ont pas de rentabilité, conséquences financières. Les conséquences financières pouvant avoir des conséquences économiques. Ceux qui prennent cher, c'est ceux qui ont shorté Nvidia pour l'instant. Puisque va être shorté, vous avez vu qu'il y a quand même quelques signaux intéressants. Le monsieur qui avait eu l'idée du Big Short, il dit maintenant qu'il shorte l'IA. Il va fermer son fonds là. Non, mais il ne peut pas avoir raison tout le temps. Mais ça donne à penser. Peter Thiel, qui a quand même pas tout planté dans sa vie d'investisseur, vend son Nvidia. Je ne sais pas s'il faut vendre ou acheter. Peut-être d'ailleurs, comme c'est un être supérieur, il vend son Nvidia avec ostentation pour pouvoir racheter après. Personne n'en sait rien. Enfin, vous avez quand même un faisceau de présomptions convergentes dans le sens de méfiance. Moi, ma conclusion, le mot, ça serait méfiance. Voilà. Et l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle en dit de l'intelligence artificielle ? Elle est plutôt méfiante ou elle est enthousiaste, techno-enthousiaste ? Entre les deux, mais il y a quand même un point qui est un point singulier, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez IA, vous avez quasiment 100% des Français qui, globalement, ont un avis. Et c'est quand même... C'est déjà ça. C'est quand même... c'est déjà ça. Et puis deux, c'est aussi une technologie qui, il y a 3 ans, n'existait pas. Oui, c'est incroyable. Qui existait dans l'absolu, parce qu'en fait, on utilisait l'IA sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans être véritablement au courant. C'est l'arrivée de ChatGPT, c'est l'arrivée public qui a tout changé. Et que, quand vous prenez aujourd'hui les Français dans le cadre de leur quotidien, les salariés, les dirigeants d'entreprise, les investisseurs, tout le monde utilise l'IA de manière volontaire et en ayant conscience qu'il l'utilise. Donc forcément, on a un avis et on se dit globalement dans la société française qu'il faut absolument y aller, que d'une manière ou d'une autre c'est un indépassable et qu'il y aura un avant et un après l'IA. Donc on ne sait pas exactement où on ira, mais globalement il y a avec une quasiment grande assurance et certitude des ambitions qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant en parallèle, c'est que lorsqu'on nous interroge notamment sur la question des géants, etc., on vient de réaliser une enquête pour un acteur qui s'appelle Google, que j'ai présenté hier d'ailleurs au niveau du Parlement européen, et on voyait bien que les Français sont plus d'une manière globale sur la question de la protection que sur la question de l'investissement d'un point de vue global. Et que derrière la question de l'IA se pose la question de la protection des données, de la capacité à pouvoir avoir une information fiable, etc. Et que lorsqu'on leur dit, aujourd'hui, il y a quand même des géants qui existent et qui ne sont pas forcément des géants européens, est-ce qu'il s'agit d'un enjeu qui est un enjeu absolument stratégique au niveau européen ? Ils n'en sont pas intimement persuadés. Et on est vraiment dans un rapport qui est un rapport très français, pas uniquement à l'égard de l'IA, mais à l'égard d'une manière générale de ce que peut être l'investissement ou la projection vers le futur. Ça fait quasiment un parallèle d'ailleurs avec ArcelorMittal dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la protection, la réassurance qui est une dimension qui est attendue de la part de nos compatriotes, et l'idée de se dire qu'on va se projeter vers l'avenir, ou l'idée de se dire qu'on a la capacité de pouvoir avoir une évolution de ce que peut être nos structures, de salariat, d'investissement ou de modèle d'un point de vue économique dans la société française, ça n'existe pas encore profondément. Donc on n'est pas non plus un pays qui est un pays d'investisseurs. Si on compare par exemple à nos amis britanniques ou à nos amis allemands, on peut dire que le livret A constitue en fait un des points sur lesquels on va être amené à se focaliser d'un point de vue global, ou éventuellement pas forcément l'investissement locatif, mais en tout cas se dire que la pierre, c'est solide, on sait que ça reste, etc. Donc on n'est pas forcément dans un pays d'investissement en tant que tel, mais que d'une manière globale, lorsqu'ils se projettent vers l'IA, ils disent globalement, on voit comment ça fonctionne, on a vu Internet, on pense que ça sera présent partout, et donc ça apparaît comme étant une technologie d'avenir avec quelques inquiétudes malgré tout qui se nourrissent derrière cela. Oui, je voudrais prolonger ce que vient de dire Jean-Daniel.
Bon, et Philippe, nous sommes d'accord sur le fait que c'est quand même une innovation de rupture. Bon, c'est quelque chose d'important. Et ce que j'ai dit, ce que Philippe a dit, ne contrevient pas, n'est pas le contraire. Du point de vue de l'économie réelle, excusez-moi de distinguer la finance et l'économie réelle, du point de vue de l'économie réelle, c'est important. Je pense qu'il y a un sujet pour Jean Daniel qui intéresse aujourd'hui l'opinion publique de manière un peu inquiète, c'est l'impact sur l'emploi. Bon, et chaque fois que vous avez une innovation de rupture, vous avez le même problème. Les canuts à Lyon qui détruisaient leurs machines. Oui. Bon, donc, et moi, jusqu'à présent, je croyais pas mal à la thèse d'Alfred Sauville, démographe bien connu à l'époque, qui disait, au fond, à court terme, le progrès technique est récessif, c'est-à-dire détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Mais quand on raisonne dans la durée, finalement, ça se compense et il y a, au total, l'innovation n'est pas l'ennemi de l'emploi. C'est ce que, rétrospectivement, c'est ce qu'on a constaté depuis 2 ou 3 siècles. Oui. Alors, est-ce que cette thèse d'Alfred Sauville, est-ce qu'elle s'applique? En tout cas, à court terme, je pense que moi, dans les débats auxquels on peut les uns les autres participer, cette question de l'impact de l'IA sur la quantité, la qualité, le type d'emploi est une question importante. Bon. C'est le grand débat entre Acemoglu et voilà. Philippe Aghion. Acemoglu exact. Et je termine en disant que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, au fond, on a posé d'emblée les uns les autres le problème au fond de ce décalage qu'on a eu avec la bulle Internet et à d'autres bulles entre l'aspect réel, physique, si vous voulez, et l'aspect valorisation. À un moment donné, la finance, pour des raisons qu'on a rappelées les uns les autres, la spéculation, l'abondance de liquidités, et le concours de beauté de Keynes, où j'achète parce que je pense que les autres vont continuer à acheter, même si le niveau de valorisation paraît déjà énorme, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est cette idée que les marchés financiers fonctionnent comme un concours de beauté, c'est ce que disait Keynes en 1936, et je pense qu'il avait raison, ce qui compte sont les anticipations. Donc je termine juste en disant que derrière notre débat, il y a ce problème de désarticulation éventuelle entre le réel et le financier. Tout à l'heure, vous parliez, Jean-Daniel Lévy, de la crainte des Français autour de leurs données personnelles, effectivement, avec les géants du numérique sont tous américains, donc effectivement, on ne sait pas où vont nos données. C'est le RGPD qui a fait florès un peu autour du monde, la réglementation générale sur les données personnelles qui a été créée il y a quelques années maintenant en Europe, et qui est sur le point d'être un peu détricoté. Bruxelles, hier, a présenté un paquet omnibus. Alors, vous savez, ces paquets omnibus, c'est des grands mouvements de dérégulation promises par von der Leyen II, la nouvelle Commission européenne, dont on n'a pas vu grand-chose. Non, c'est de la dérégulation, c'est comme les aides aux entreprises, c'est un tout petit allègement d'un truc énorme. La dérégulation, d'ailleurs, on fait le même procès à l'Union européenne sur ce que vous êtes en train d'évoquer, qu'on fait depuis des mois aux entreprises françaises au titre des aides. Je crois qu'il y a 211 milliards d'aides aux entreprises françaises, mais il y a des millions... Ça, c'est le chiffre du rapport sénatorial présidé par le sénateur communiste Gay, qui est très contesté. Comment dire, net de charge, les entreprises françaises subissent... sont les plus taxées d'Europe. Entre guillemets, les entreprises subissent des charges qui sont plus élevées que partout ailleurs. Là, c'est pareil. Vous pouvez enlever ces 3 petits machins sur lesquels on va discuter là maintenant pendant un quart d'heure, on restera de très loin les plus... indéfendablement, je ne pense pas que ça existe, mais je crée ce mot, pardonnez-moi, indéfendablement surrégulé. Sauf que c'est la demande, mais encore une fois, des citoyens, en tout cas des citoyens français, c'est ce que mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Qui demande cette protection. La RGPD, si vous voulez, comme toujours, en Europe, c'est, pour reprendre dans l'Antiquité, Europe, c'est la grande naïveté, c'est Vénus face à Mars, quoi. Et donc, on est toujours dans les bonnes intentions, et très souvent, ça se retourne contre nous. Moi, la RGPD, je trouvais ça sympa comme tout le monde. Et puis un jour, assez tôt dans le procès, j'ai entendu Mark Zuckerberg, à Paris d'ailleurs, faire un grand numéro de claquette pour dire qu'il trouvait ça tellement bien qu'il allait le mettre partout, même là où il n'était pas obligé. Et là, vous vous dites, attendez, le truc est fait pour limiter l'impérium des grands acteurs du numérique, et l'un des plus iconiques d'entre eux applaudit des 2 mains. On a peut-être raté quelque chose. Et quand vous regardez, on ne va pas faire ça maintenant, on n'a pas le temps, mais quand vous regardez dans le détail, et ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai regardé à plusieurs reprises,
vous voyez qu'en réalité, la manière qu'on a de demander aux gens leur consentement favorise paradoxalement les grands acteurs. Parce que vous cochez toujours le oui pour les trucs genre Google ou Amazon. Vous allez pas cocher non. En revanche, pour les petits sites où vous pourriez aller, vous rentrez dans le machin pour la première fois, on vous demande, je vais aller sur Amazon comme d'habitude. J'y vais à la serpe. Mais ce RGPD n'est pas très protecteur. C'est une grande fierté européenne et au titre des intentions, c'est légitime. Sur le plan opérationnel, je suis beaucoup plus dubitatif. Et ce que je comprends de ce que veut faire Mme von der Leyen, dont je ne suis pas du tout un supporter acharné, je tiens à le dire, consiste à alléger un peu et en particulier à faire qu'un certain nombre de choses qui devaient être faites différemment auprès de différents bureaux, qui devaient être faites concomitamment, convergent de telle manière qu'il y ait une seule démarche à faire. Oui. Moi, je n'ai pas tellement l'impression qu'il y ait de quoi se relever la nuit. Et à la serpe, là encore, je dirais, ça va probablement plutôt dans le bon sens. Alors, comme je ne crois pas beaucoup que le RGPD nous protégeait beaucoup et que je ne pense pas que ce truc-là soit très considérable, alors oui, là où il n'a pas de chance, c'est que les Américains qui ne lâchent pas l'affaire, qui investissent massivement en lobbying à Bruxelles, qui, eux, mean business, sont précisément en train de demander des allègements et Trump d'avoir davantage accès à nos données. Je vais leur mettre des droits de douane s'ils nous enquiquinent avec leurs règles. Donc, on peut avoir l'impression que Mme von der Leyen fait quelque chose pour faire plaisir à Trump. La vérité, c'est qu'à mon avis, elle va surtout rendre plaisir à l'Europe si elle la lèche ce bazar. L'idée, c'est de donner accès aux PME et aux ETI à des données. La donnée, c'est le nouvel or noir, quand même. Alors, il y a le contexte, il y a quand même un très fort vent de dérégulation, comme on dit, qui vient des États-Unis. Oui. Bon. Et donc, la Commission, qui a été très loin dans le sens de la régulation et réglementation, se dit, on va avoir des problèmes de perte de compétitivité au plan international, compte tenu de... On dit traditionnellement que les Chinois produisent, les Américains innovent et l'Europe... Ce que vous venez d'évoquer, Raphaël, à propos du RGPD, la protection des données individuelles, vous avez exactement le même débat à propos de l'extra-financier. Oui. C'est-à-dire l'Europe a été sans doute trop vite, trop loin vis-à-vis des entreprises, en particulier des PME, dans l'arrivée d'un certain nombre de contraintes sur ce qu'on appelle le reporting, sur les critères ESG, les critères environnementaux, social et gouvernance, la CSRD, la CS3D, le devoir de vigilance, etc. L'entreprise qui doit se demander si dans la chaîne de valeur dans laquelle elle se situe, il y a du travail des enfants, il y a des normes sociales qui sont pas respectées. C'est important. Ce que je dis simplement que... on est allé trop loin. Le calendrier a été trop rapide et l'Europe revoit à la hausse les seuils d'application pour permettre à un certain nombre de PME d'échapper à ces contraintes. Dans ce contexte où les Américains n'ont pas besoin de faire de dessin, la première acte signé par Trump en janvier, ça a été la sortie à nouveau de l'accord de Paris. Oui. Donc on est je veux dire... Et ça rejoint, excusez-moi, moi je suis un obsédé du rapport Draghi, que je trouve quand même qui devrait être un peu notre Bible au niveau européen sur beaucoup de sujets. Quelle est la bonne balance entre le contrôle, la surveillance et la liberté de la concurrence? L'Europe a été trop loin sur certains textes. Je pourrais donner un autre exemple sur lequel, comme d'autres, je travaille, qui est le problème de la réglementation bancaire. Mais j'allais le dire, on s'est tiré une balle dans le pied. On a prétendument travaillé avec les Américains depuis 25 ans pour avoir des règles uniques. Naturellement, dès qu'on les avait trouvées, les Américains s'en sont abstraits. Et nous, on les durcit sans arrêt. Avec, là encore, un régulateur qui est vétilleux au dernier degré. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui a été dit récemment, à la fois par le président de la Société Générale et par le président d'Arkea sur ce sujet. Mais vous avez un régulateur sur votre épaule quand vous êtes dans ce métier-là. La compliance est absolument proliférante dans les banques. Et naturellement, ça se traduit par moins de crédit bancaire. Donc nous, on fait ça. Et pendant ce temps-là, les Américains font la folie symétrique. C'est-à-dire qu'ils autorisent des non-banks, comme on dit, à prêter n'importe quoi. Ils vont avoir des crises. N'importe comment. Ça commence à se payer. Ils vont avoir des crises, mais ils nous taillent des croupières. Exactement. Nous, on est très sérieux et on mourra guéri. Et eux, ils se prendront une grosse taloche et comme d'habitude, ils repartiront. Et nous avons une naïveté réglementaire après avoir eu pendant longtemps une naïveté monétaire sur le taux de change de l'euro. Heureusement que Draghi, en 2014, si je ne m'abuse, a dit il faut peut-être regarder le taux de change de l'euro qui à l'époque était très élevé, etc. Donc il faut que l'Europe sorte de cette naïveté. Et moi, c'est comme ça, excusez-moi, je le cite pour la troisième fois, que j'interprète aussi le diagnostic et les recommandations du rapport Draghi, pour lequel
pratiquement aujourd'hui, nous sommes nulle part. Il faut dire les choses comme elles sont. 14% du rapport Draghi a été implémenté, mis en exécution depuis sa présentation. Mais les choses avancent quand même, les choses avancent. Enfin, vous citiez la RSE, mais il veut aussi plus sur la tech, l'IAC, le RGPD, sur les normes environnementales, sur la RSE, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une forme de réveil européen face au monde qui bouge, certes, un peu plus vite. En tout cas, ce que fait Mme von der Leyen, dont on vient de parler, c'est un peu la mise en œuvre du rapport Draghi à certains égards. On y arrive quand même. Ça fait un an qu'on dit que ça tarde. Est-ce qu'on n'y est pas en train d'arriver ? Est-ce que vous saluez l'un ou l'autre ? Oui, moi je salue, mais... Non, mollement, je vois que vous n'êtes pas tout à fait convaincu par le grand mouvement de dérégulation européen En Marche. Il y a des choses qu'on peut faire sans changer les textes. Modifier l'interprétation des articles du traité sur le contrôle des fusions-acquisitions, permettre plus de fusions-acquisitions à Bruxelles, alors qu'on en a bloqué beaucoup qui auraient été importantes pour... Non, là pour le coup je ne suis pas d'accord. Bon, mais on va pas être d'accord. Rappelez-vous le scandale national qui était le refus du rapprochement Legrand-Schneider. Mais je me souviens. On a 2 grands champions. Non, mais c'est pas ça ne nous a nullement dérangé, au contraire ça a probablement rendu service aux 2 entreprises. Moi je pense qu'il faut que l'Union européenne amende un petit peu son logiciel qui était excessivement orienté vers le consommateur et pas assez vers le producteur, mais il ne faut pas non plus lui demander de faire des bêtises au nom de la production et qui seraient payées par le consommateur. Donc, moi, je pense que la politique de la concurrence, moi je crois qu'il y a très peu de légitimité à l'intervention publique dans l'économie. On se connaît suffisamment, Christian, vous en aviez le soupçon, j'imagine, ma confession ne vous surprend pas. Il y en a une qui me semble fondamentale, c'est faire régner la concurrence. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, l'économie libérale se traduit par la constitution de la rente. Et la rente, c'est pas social. Donc moi, comme libéral social, je suis pour le marché et pour les interventions publiques pour faire régner la concurrence, laquelle ne règne jamais toute seule. Parce qu'il n'y a aucun acteur économique qui aime ses concurrents. Donc il faut un tiers pour imposer la concurrence. Non, mais du coup, moi je suis pour la concurrence, ça je ne serais pas économiste. Mais je dis simplement que l'Europe s'est quand même beaucoup privée du jeu des effets de taille et du jeu des économies d'échelle en refusant un certain nombre d'opérations. Pas beaucoup. Quelques-uns. Je pense, il y en a très peu de refusées et celles dont on peut regretter rétrospectivement qu'elle l'ait été se comptent sur les doigts d'un doigt. Moi, il y en a une que je regrette par rapport au débat sur l'intégration, la fragmentation financière ou l'intégration de marchés financiers en Europe, c'est quand la Commission a bloqué dès le départ le rapprochement entre Francfort et Euronext. Voilà, on n'est plus là-dedans. Est-ce que c'est la Commission ou est-ce que c'est les États ? Je veux dire, c'est cette idée de bourse européenne qui devrait s'imposer, effectivement. Ils font plus le même métier l'un et l'autre, pratiquement. Enfin, je veux dire, oui, mais alors du coup, on se prive des effets de taille, alors on est dans valide autre chose. Mais parce que c'est pas les mêmes types de capitaux, c'est pas les mêmes types de services qui rendent. Enfin, c'est plus des homologues de Deutsche Börse et Euronext. C'est intéressant, mais voilà. Non, mais c'est un débat qui est très très intéressant. Tout comme vous vouliez parler, Christian, de l'Union des marchés de capitaux qu'on attend depuis 15 ou 20 ans maintenant, et puis qui peine. Je me souviens du livre de 2015, le plan d'action pour ce qu'on appelait l'Union des marchés de capitaux, qui a été fait 1 an avant le vote du référendum sur le Brexit. Donc en 2015, on pensait faire l'Union des marchés de capitaux avec Londres. Aujourd'hui, il faut la faire sans Londres et même contre Londres. C'est déjà plus compliqué. Deuxièmement, Francfort et Euronext se tirent la bourre. Et donc frontalement. Et donc, je pense que ça limite les choses. Alors, il y a des dossiers qui sont ouverts, le financement, et attirer les PME vers la bourse, relancer la titrisation sur une base européenne. Moi, j'ai été régulateur à l'AMF, où déjà, il y a quelques années, on parlait de la relance de la titrisation sur une base européenne, etc. C'est un truc qui n'avance pas. Alors, l'Union d'épargne et d'investissement... comme vous savez, il y a 300 milliards, c'est le premier chiffre du rapport Draghi quasiment, d'épargne européenne qui va financer les Américains. Les États-Unis, c'est ça. Alors qu'on a terriblement besoin de ces investissements. Tous les matins. Mais Jean-Marc Daniel le dit ici tous les matins. Cette épargne, c'est tout logiquement et très logiquement qu'elle va s'investir là où il y a du rendement, là où il y a des gens. Jean-Marc parle de Mumbai pratiquement tous les matins comme la destination que les Européens devraient privilégier. La répétition, premier pilier de la pédagogie. Mais en attendant que Mumbai se développe, et Jean-Marc aura sûrement raison à long terme comme toujours, c'est assez logique d'investir aux États-Unis où les rendements sont plus élevés. Enfin, personne n'investit ad majorem Dei gloriam. Les gens investissent pour avoir ce qu'on appelle un TRI, c'est-à-dire des sous. Bien sûr, Donc, tant que la France et l'Europe ne réuniront pas les conditions de la compétitivité, les gens investiront ailleurs. Il y a un très bon exemple de ça. Voyez, on revient en Lorraine. Vous êtes dans le nord de la Lorraine, à côté du Luxembourg. C'est relativement dévasté, ça se porte pas trop mal parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie au Luxembourg, justement, mais enfin, l'activité locale, elle n'est pas vibrillonnante. Vous passez la frontière, vous avez des usines, des bâtiments, des machins,
Pourquoi ? C'est la même géographie, c'est le même climat, c'est la même... parce que les conditions de la compétitivité sont réunies au Luxembourg. Tous les matins, vous avez des dizaines de milliers de Français qui traversent la frontière pour aller bosser au Luxembourg. Absolument. Au Luxembourg, il n'y a plus que des Français dans les magasins. Et c'est la même chose si vous allez à Baden-Baden. Et comme vous le savez, c'est la même chose dans une grande partie de la Suisse. Bon, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'on ne fait pas le boulot. Si on pouvait investir avec un rendement en France, les gens investiraient avec un rendement en France. C'est pas par masochisme que les gens, ou par haine de la France que les gens investissent plutôt au Luxembourg. Non, mais moi je suis d'accord. Vive la concurrence. Vive le jeu d'une concurrence loyale. Bon. Il n'y a rien de déloyal dans la concurrence bourgeoise de ce point de vue-là. C'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord. Je dis vive la concurrence, en particulier la concurrence loyale, ce qui n'a rien à voir avec le débat sur l'épargne qui va s'investir aux États-Unis. Qui a raison de s'investir compte tenu de nos faiblesses pour l'instant. Exactement. Donc corrigeons nos faiblesses. C'est vrai. Voilà. Mais quel est l'œuf, quelle est la poule ? Enfin, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces fonds pour financer nos propres start-up, nos licornes. Il y a eu un rapport très intéressant. Il y a on a besoin aussi qu'on taxe pas trop les gens qui peuvent investir, parce que pardon, la fortune dite improductive. Enfin, là encore, je reviens sur les députés qui généralement, pas tous encore une fois, je veux saluer ceux d'entre eux qui bossent bien et qui font le travail, mais beaucoup de députés ignorent complètement ce qu'on est en train de dire. C'est la nécessité impérieuse qu'il y ait des capitalistes pour qu'il y ait du capital, par exemple. Vous chassez les capitalistes et vous vous étonnez de ne plus avoir de capital, c'est tout de même la marque d'une forme de naïveté ou de cynisme. Tous les jours, je les appelle à écouter les experts sur BFM Business en direct de 10h à 11h pour peut-être avoir un tout petit peu plus de lucidité sur la manière dont fonctionne l'économie et sur les conséquences de ce qui peut y être voté. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Philippe Manière, Jean-Daniel Lévy et Christian de Boissieu, merci d'y avoir participé. Tout de suite, vous retrouvez Antoine Larigauderie pour Tout pour investir. Aujourd'hui, événement spécial Tout pour investir au pavillon d'Armenonville. Vous pouvez vous inscrire sur le site de BFM Business, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours de 10h à 11h. L'émission est disponible en podcast et replay, bien sûr. Bonne journée, à demain.